Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite avec le témoignage de personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles. Le milieu de la culture est frappé de plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus. Fermeture des musées, salles de spectacle, cinéma, théâtre et autres équipements culturels. Alors oui, on ne compte plus les propositions de visites virtuelles de musées sur les réseaux sociaux, de concerts ou de films en streaming. La culture se rend accessible et gratuite et on peut se réjouir de sa démocratisation. Mais n'y a-t-il pas un risque à brader la culture ? Nous n'allons pas chercher à répondre à cette question avec mon invitée, Lucille, qui est auteure et scénariste, installée depuis 2 ans à Porquerolles avec son mari et sa fille, et qui se dit plutôt épargnée pour l'instant par la situation. Mais j'ai demandé à Lucille si elle pensait que cette période était propice à la création artistique, comment elle l'accueillait personnellement et quels pouvaient être ses remèdes en cette période pour s'évader un peu. À l'heure où le réel semble dépasser la fiction, écoutez son témoignage, lucide et profond. Bonjour Lucille. Bonjour. Pour commencer Lucille, comment tu te sens globalement en ce 26e jour de confinement ? Plutôt bien aujourd'hui. C'est pas exactement le cas tous les jours, c'est fluctuant, mais là ça va. On tient plutôt le bon bout, la famille et moi. Vous vous êtes installé il y a 2 ans à Porquerolles avec ton mari et votre petite fille. Tu es toi-même auteur, scénariste et ton mari programmateur. Quelles sont les répercussions du confinement sur vos activités professionnelles ? Nous, on fait partie des chanceux qui travaillons déjà depuis chez nous. Donc en théorie, il n'y a pas tellement de répercussions parce que ça change pas grand-chose à notre quotidien, sauf que on se retrouve quand même avec une petite loustique de 2 ans et demi avec nous, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué. Et puis évidemment dans un état d'esprit qui aide pas à se concentrer et à réussir à vraiment bien avancer sur nos projets. Donc on essaye de travailler à peu près efficacement, mais c'est pas toujours le résultat n'est pas toujours là. Tu veux dire que les personnes avec qui vous devez travailler sont peut-être en activité ralentie ou ? Je vais pas parler pour mon mari, mais dans mon cas, en fait, j'avais prévu de toute façon ce mois-ci de travailler sur un projet perso. Donc j'ai pas ce problème-là, du coup, parce que je travaillais avec moi-même, je suis sur un projet de roman. Du coup, de ce côté-là, non, ça va. Non. Bon, c'était le bon moment pour démarrer un projet d'écriture. Après, je sais pas si l'esprit s'y prête, si tu as l'esprit suffisamment serein pour t'attaquer à l'écriture. Comment t'appréhendes ça ? C'est pas évident et en même temps, c'est ce qui me permet de tenir bon, c'est ce que j'aime faire et c'est ce qui me rend heureuse. Donc du coup, au quotidien, c'est quand même très salutaire d'avoir ça. Et puis c'est un projet de roman qui se passe à Porquerolles, alors ça me fait voyager sur les plages où on n'a pas le droit d'aller en ce moment. Donc c'est assez agréable. Bon, c'est un chouette projet, on te laisse travailler, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Alors toi qui travailles dans le milieu de la création, justement, est-ce que tu trouves que c'est une période qui est propice à l'inspiration artistique ? Est-ce que tu penses qu'on va voir fleurir une ribambelle de romans, justement, inspirés de cette période de confinement à la prochaine rentrée littéraire ? Peut-être que tu as l'occasion d'observer également ce qui peut se passer en ce moment dans le milieu artistique, l'impact que ça peut avoir. Bon, il y a les musées qui proposent beaucoup de choses, de propositions d'expositions en ligne notamment. Comment tu observes ça, si tu as un regard et un avis là-dessus ? Je dirais oui ou non. Je pense qu'en ce moment, on a plus que besoin d'art et de création et qu'on le voit bien. Je lisais un sondage et que je crois que les Français n'ont jamais autant lu que ce mois-ci, par exemple. Donc c'est une très bonne nouvelle et en même temps, évidemment que le milieu artistique va être économiquement extrêmement fragilisé. Tous les artistes qui sont déjà précaires, intermittents et autres, ça va être assez catastrophique pour eux. Après, en termes d'inspiration, j'en parlais avec des amis auteurs, scénaristes ou autres, dans le métier de la création, qui au début étaient très enthousiastes en disant que Gallimard allait être assailli de romans j'en allais avoir que ça à faire pendant le confinement. J'ai l'impression que tous, quand je parle un peu autour avec les gens autour de moi, on est tous un peu ahuris par ce qui se passe et que pour le moment, dans l'immédiat, on a un peu de mal à avoir un recul, c'est-à-dire que le réel est tellement au-delà de toute fiction possible que c'est compliqué comme matière, puis c'est difficile de réagir tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça difficile de réagir tout de suite, de faire de la fiction immédiatement avec ce qu'on vit. Mais c'est certain que ça va produire de la fiction, ça va produire des histoires. Dans l'histoire, chaque moment de conflit, chaque grande crise a produit évidemment
des fictions et de la création. Donc je vais dire oui parce que je vais et puis le plus vite possible parce qu'on va en avoir besoin. Est-ce que justement tu as des œuvres littéraires ou cinématographiques ou peut-être même musicales qui t'inspirent en cette période de confinement? J'y ai réfléchi parce que moi je trouve ça très difficile de lire et de regarder des films et j'ai beaucoup de mal en ce moment, tout me tombe un peu des mains. Et puis j'ai l'impression toujours que soit c'est trop près de ce qu'on vit, soit c'est trop loin et que du coup on n'a pas envie de ça. Je sais pas, il y a des gens qui peut-être relisent tout Proust en ce moment, mais moi je suis incapable. Donc j'ai préparé un petit juste trois auteurs, enfin trois idées, trois pistes, en me disant qu'en ce moment on avait besoin de liberté et de grands espaces. Alors j'ai appelé ça grands espaces et gros rebelles. Et du coup je pensais beaucoup à pas mal de littérature américaine, de grands espaces. Je pensais par exemple à une auteure qui s'appelle Barbara Kingsolver. Et d'un de ses livres, par exemple, on peut commencer par L'arbre aux haricots. Et c'est toujours des road trips à travers les États-Unis. C'est assez écolo. On se retrouve avec les Indiens au milieu de la nature. Et des personnages toujours très drôles, très truculents, qui font voyager et qui font du bien, surtout parce que j'ai l'impression qu'on a besoin d'œuvres qui font du bien, qui sont un peu feel good, comme on dit. Et puis évidemment, le maître du genre, moi je me réfugie chez lui toujours dès que ça va pas, c'est Jim Harrison. Puis comme on a des cerveaux de poissons rouges en ce moment, je pensais à des recueils de nouvelles. Et j'aime beaucoup son recueil de nouvelles, s'appelle Julie. Et aussi Nageur de rivière, qui est aussi très beau. Bon, pour ceux qui sont en train peut-être de noter, je mettrai dans l'article sur le site des références que tu donnes. Mais je t'ai interrompu, je crois qu'il y en avait un troisième. Il y a un troisième, et puis c'est un clin d'œil, et c'est une façon d'embrasser aussi Cathy de Porquerolles, qui m'avait conseillé ce livre. C'est une auteure islandaise qui s'appelle Baldur Betyr et qui a fait 2 livres, la saga de Caritas, qui est l'histoire d'une femme artiste qu'on suit toute sa vie en Islande. Donc voilà, une autre île, bien plus sonore, mais avec des paysages et des grands espaces, encore une fois. Bien, écoute, c'est très varié et je pense que voilà, on est plutôt dans des romans qui peuvent aider à s'évader en ces temps-là. Tu nous as pas recommandé La peste de Camus. Est-ce que tu écoutes des podcasts par ailleurs? Oui, et dans le même genre d'ailleurs, il y a le podcast que j'adore, qui est le podcast des baladeurs. Ouais, génial. Qui est génial. C'est pareil, si vous voulez fermer les yeux et partir à l'autre bout du monde, voilà, c'est pour vous. C'est des récits à chaque fois de voyageurs, d'aventuriers, et c'est des bonbons. Moi, je les ai tous finis et je suis en bon. Je cautionne à fond, vraiment pour tous ceux qui... Alors, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast-là, sont essentiellement des amoureux de l'île et on peut le penser des amoureux de nature. Et c'est vrai qu'avec les baladeurs, alors on s'évade encore plus loin, dans des sommets, dans des vagues insurmontables. C'est génial. Donc ouais, envie de grands espaces en fait. Oui, oui, parce que même si on a la nature très proche de nous, là, en ce moment à Porquerolles, on a envie encore plus, je crois. Et puis avec le temps qu'il fait en ce moment, on a des envies de mer, la mer manque là, de se jeter dedans, même si je crois encore. La tentation est grande, oui, très très grande. Alors, on me disait, je le disais en préambule, tu as une petite fille de 2 ans. Est-ce que, avec ton mari, vous avez pris le temps de lui expliquer la situation? Tu disais que, en général, vous ne l'aviez pas avec vous, c'est-à-dire qu'elle va à la crèche, c'est ça? Oui. Donc, elle a l'habitude de voir des enfants, d'avoir des petits copains. Comment tu sens qu'elle vit cette situation? À cet âge-là, on verbalise pas forcément toutes ses émotions. Comment vous l'accompagnez pendant cette période? C'est un âge qui est pas évident, je trouve, parce qu'elle est encore petite, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui se passe. La grande phrase du moment, c'est maman, quand la maladie serait finie, est-ce que je pourrais faire, est-ce qu'on pourra faire? Donc c'est le plan invité avec la petite Rachel, un apéro avec etc. Je crois qu'elle le vit pas trop mal, que ses amis, elle le dit d'ailleurs, que ses amis lui manquent beaucoup. Elle est dans un âge où on aime jouer, inventer des jeux et tout ça, et on n'est pas toujours des très bons partenaires de jeu, même si on s'y efforce. Elle comprend et elle comprend pas. C'est-à-dire tous les jours, elle nous redemande pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de toucher les gens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller chez les gens. Donc elle a compris qu'elle pouvait pas, mais je sais pas, elle a pas, la raison était un peu floue pour elle. Même pour nous, c'est assez inédit et incompréhensible. Alors on peut imaginer que pour un petit bout de 2 ans, ça l'est encore davantage, c'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi pendant cette période?
crois qu'au début, c'était évidemment de ne pas voir les gens et de ne pas pouvoir se déplacer comme on voulait. Je crois qu'aujourd'hui, ce que je trouve le plus difficile, c'est une forme d'incertitude et de crainte un peu de l'avenir et de quoi va ressembler le monde demain. Et du coup, j'ai un peu pris la décision de faire l'autruche et de pas trop y penser parce que dès que je commence à penser aux années à venir, par exemple, là, ça serre la gorge. Ça veut dire que vous écoutez moins les médias ou non? Vous restez quand même informé? Je le fais de moins en moins. C'est vrai que on était très très accro, comme tout le monde j'imagine au début, et que j'essaye de moins le faire, ou alors de manière plus qualitative, de préférer lire une longue analyse que de toute la journée branchée aux médias en ligne et aux petites nouvelles qui sont souvent anxiogènes et puis toutes contradictoires, et puis je fais l'autruche. Alors tu fais l'autruche, mais est-ce que tu fais l'autruche aussi avec tes proches, ou au contraire est-ce que tu as le sentiment de n'avoir jamais été autant connecté par tous les outils technologiques à notre disposition? Comment vous gardez le lien avec vos proches? Oui, on s'appelle beaucoup. Moi, j'ai déjà une sœur qui vit en Nouvelle-Calédonie, donc on avait l'habitude de s'appeler avec tous ces moyens-là, justement. Donc on s'appelle plus souvent, et avec les amis peut-être plus souvent d'habitude, effectivement, parce que c'est des moments aussi joyeux. Et donc ouais, quand même assez régulièrement. Je pense qu'une fois par jour, au moins, ça permet de mettre un peu d'air aussi dans le noyau familial et d'apporter des nouvelles d'autres. Ça crée des conversations. Et puis de libérer un peu le confinement social à un moment donné, l'exutoire. Pour toi, qu'est-ce qui fait la particularité du confinement sur une île? Est-ce que tu vois des avantages, des inconvénients? Est-ce que tu as vécu des situations dont tu t'es dit, il y a vraiment qu'ici que c'est possible, ça n'aurait pas pu être possible sur le continent? J'y vois que des avantages. Moi, j'y vois. Alors, encore une fois, si je continue à faire l'autruche, c'est-à-dire que si je montais à Porquerolles qui se transforme en Chester, et les nombres de cas qui augmentent, là, on est très vulnérable. On a besoin d'évacuer plusieurs personnes en même temps. Voilà. Des choses comme ça, là, on est vulnérable. Mais si on n'y pense pas, il mieux vaut ne pas y penser et faire tout pour que ça n'arrive pas. On a la nature qui est à notre porte. Donc, ce fameux périmètre de 1 kilomètre autour de chez nous, on se retrouve immédiatement dans la nature et comme on est peu, on peut le faire en toute sécurité parce qu'on croise très peu de personnes. C'est un bonheur et ça change tout. C'est-à-dire que vraiment, ça change tout. Est-ce que tu penses que ça va changer des choses dans nos modes de vie après? Alors peut-être le tien en premier lieu et puis plus globalement. Je pense que ça va changer forcément des choses, oui. J'ai très envie d'être optimiste et de dire qu'on va réinvestir le secteur médical, qu'on va être plus écologique, qu'on va revenir à plus d'humains. Voilà, j'aimerais beaucoup y croire, mais je crois que de la même façon que j'essaye de ne pas trop me projeter pour pas trop m'inquiéter, j'essaye de rester dans le présent, vraiment, en ce moment. Et du coup, j'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'essaie de ne pas trop y penser assez globalement. Il me reste 2 questions, Lucille. Quelle est la première chose que tu vas avoir envie de faire après le confinement? Est-ce que c'est déjà dans ta tête ou pareil, tu te dis je vis le moment présent et on verra bien? Non, je crois que la première chose, et là je vais penser à ma fille, c'est d'entourer ma fille de plein d'enfants. Ouais. et cette proposition de faire un grand apéro, ou barbecue, ou pique-nique ou je ne sais quoi sur la place avec tous les porquerolais, oui, ça c'est certain. Ça fait très très envie et puis plonger dans la mer. Est-ce que pour terminer, tu aurais un message pour tes proches et ou pour les porquerolais? Prenez soin de vous, essayez de rester proche de ceux que vous aimez. Et puis pour les porquerolais, je voudrais les remercier parce que ça fait pas si longtemps que l'on est sur l'île et on a été accueillis avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de gentillesse. Ça a été une grande surprise, une grande émotion d'avoir été si bien accueillis sur cette île et de se sentir si bien aujourd'hui. Écoute, merci à toi, Lucille. Le message est passé. Et puis voilà, un grand merci pour cet échange très agréable. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous retrouverez tous les conseils littéraires et le podcast conseillé par Lucille sur fragileporquerolles.com. Au risque de me répéter, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre 2 minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.